Oui, non, bah, s'il faut lancer la conversation, c'est parce que moi j'ai été, vraiment très, très intéressée par le papier de Isabelle, voilà, que j'ai trouvé, d'abord, enfin j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant, toutes ces mini récits, cette rhétorique en fait, heu inscrite dans l'objet. Et donc j'aurais en fait eu envie de vous demander dans quelle mesure c'était quelque chose d'usuel, de conventionnel. Est-ce qu'on est devant des cas singuliers, un petit peu irréductibles, ou au contraire dans quelque chose de beaucoup plus répandu? Et puis revenir sur la distinction que vous avez établie entre les termes trophéa, spolia, voilà, parce que n'étant pas latiniste distingué, je me disais, voilà, est-ce que là on peut peut-être travailler ces différents statuts de l'objet qui change de propriétaire dans des conditions particulières. Alors effectivement, sur les distinctions de vol, de spoliation, de trophée de butin, je pense qu'on va revenir cet après-midi dans le cadre des interventions de nos amis juristes. Je pense qu'on va revenir beaucoup dans certains cas, sur ces questions de dénomination. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la continuité, la façon dont nos communications se répondaient. On s'en est pas parlé avant, on aurait peut-être dû d'ailleurs, mais du coup, l'effet n'en était que plus intéressant pour ce qui me concerne. Et je vous ai écouté aussi avec beaucoup d'intérêt. Statistiquement, on a maintenant des relevés très systématiques de ce qu'on appelle les colophons, donc ces sortes d'achevés de copies. Et non, c'est une pratique qui est relativement rare quand même, quantitativement, sur toute la masse des manuscrits qu'on a pu conserver. En revanche, je pense que ça constitue des échantillons suffisamment significatifs et maintenant suffisamment bien recensés pour qu'on puisse mener des études comparatives dessus. Alors, si, Monsieur le Président, vous me permettez de garder la parole, moi je voulais aussi vous dire ce qui m'avait intéressé dans votre communication, c'est beaucoup de choses, mais alors en particulier, c'est ce moment où on voit qu'un Anglais a un regard étonné sur une perception d'un Grec, en l'occurrence d'une émotion patrimoniale chez quelqu'un d'autre. Et je me dis que ça, c'est aussi une bonne piste d'étude à développer, c'est le regard de l'autre sur des perceptions qui lui semblent étrangères, mais ça pourrait être la même chose. Qui nous a décrit, enfin, quel est l'occidental en premier qui a décrit la pratique des topoi chinois et comment est-ce qu'il l'a ressenti? Vous pouvez rebondir. Il y a cette aura autour de l'œuvre, et on l'aperçoit, je dirais, dès le roi Gourand, quand dans la grotte d'Arcy-sur-Cure, dans un dépôt post-moustérien, il trouve des objets qui ne sont pas des objets manufacturés, qui sont des fossiles, qui ont été mis à part. Ça, c'est la première attestation de la collection dans l'histoire. Le second point, on le trouve, je crois, au tournant du Moyen Empire. On a un prêtre qui ramasse un oursin fossile, et sur cet oursin, il met trouvé au sud de la carrière par le prêtre, et il donne son nom. C'est le premier collectionneur dont nous puissions trouver une trace. Alors, je ne dis pas que ce sont les premiers, il y en a probablement d'autres, mais on ne les a pas identifiés. Chaque fois, il y a un déplacement. Ces objets, ils étaient dans l'ordre naturel, au sens de ce que Pomian nous a expliqué, et brusquement, ils deviennent objets de réflexion, et l'intervention humaine, elle est déjà le premier stade d'une action qui va faire sortir les objets de leur fonction purement utilitaire. Et c'est de là, à mon sens, que naît ce qu'on pourrait appeler la voie des objets. Et cette voie des objets, elle est transculturelle, parce que vous la trouvez chez les Quechua et chez les Aymara, vous la trouvez au fin fond de l'Asie centrale, chez les Moghols, ou surtout chez les Ilkhanides, par exemple, quand les Ilkhanides sont confrontés, c'est des dynasties turco-mongoles du XIIe, XIIIe siècle, ils sont confrontés à Persépolis, alors brusquement ils disent « mais qu'est-ce qui se passe là ?» Et il y a toute une poésie qui naît de la confrontation entre passé et présent, et il y a une description, alors là il faut aller chez les soufis persans, du palais de Persépolis, qui brusquement s'enchante de la figure du roi qui le vient honorer, et les statues sortent de leur socle et se mettent à l'interpeller.
Ça, mais ce passage-là, je peux en trouver le même dans l'Égypte du XIIe, XIIIe siècle, quand le fameux médecin Abdel Latif se promène dans les environs de Memphis, et pour la première fois, il voit les démolisseurs, il dit « J'ai entendu les statues pleurer et les blocs gémir devant l'attaque et la main violente du destructeur. » Donc, je ne veux pas dire que c'est un universel, mais qu'à partir du moment où on place un objet à distance, cet objet crée une résonance. Et cette résonance, nous pouvons évidemment l'observer quand nous avons la chance d'avoir des textes. Elle nous échappe pour la haute préhistoire, ou même, par exemple, dans le monde mexicain ou dans le monde toltèque, où là, on voit très bien le goût de la collection, le goût des architectures, le goût des mises en scène, où l'on va, en quelque sorte, regarder le Tempio Mayor, où on va chercher des objets toltèques pour les mettre en face d'objets du XVe siècle, mais nous n'avons pas les textes et la poétique qui permettent de les restituer. Donc une des questions que vous posez de façon transculturelle, en abordant le droit des objets, c'est qu'il y a un droit des objets dans la mesure où on reconnaît l'objet comme une instance. Et de cette reconnaissance de l'instance naît des stratégies qui vont, je dirais, les incorporer dans un univers où, à la limite, dans certains cas, dans l'Occident en tout cas, ils vont pouvoir être l'objet de pratiques juridiques ou de pratiques de relégation, parce que pensez par exemple au rituel de Jumièges ou à toutes ces stratégies médiévales pour se concilier les objets païens et en même temps empêcher qu'ils continuent de nuire. Il y a un très beau poème d'un poète arabe du XIIIe siècle qui dit dans une mosquée, dans une église transformée en mosquée, que le culte ne s'y peut pas dérouler parce qu'on entend encore la voix et le chant des prêtres qui a imprégné les pierres. On revient toujours à ce problème de matérialité et immatérialité, incorporation et excorporation, et les Grecs disent plus élégamment, comme vous l'avez suggéré, empsukos et apsukos. Et dans cette dialectique, eh bien, il y a tout ce qu'on peut appeler ce folklore médiéval, mais qu'on retrouve dans la poésie grecque la plus moderne. Prenez le Periminentas ous Varvaros, évidemment, ou prenez Sephéris, Akome en Apegadi. Encore, voilà une fontaine qui va s'ouvrir, et de cette fontaine vont surgir les objets, et ces objets vont me parler.